Bonjour à tous, ça va, on m'entend bien? Je suis ravi de finir la journée de mercredi avec vous, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Moi je suis là pour vous emmener vers l'infini et au-delà avec Angular, et c'est très loin. Je vais commencer par me présenter, je m'appelle William Marquez, je suis consultant full stack chez Ipon Technologies. Je suis le leader sur la partie Angular sur le projet Gipster, est-ce que certains connaissent? Très bien. Et je suis un fan de JavaScript, absolu, et notamment en ce qui concerne les problématiques des performances côté client. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'une conférence qui va se passer le 27 juin à la Défense. Donc pour ceux qui connaissent Gipster et même ceux qui ne connaissent pas, c'est une journée complète sur le sujet et des technos qui l'entourent, que ce soit du front, du back, même sur d'autres sujets. Il y aura quasiment toute la team principale qui contribue au projet, des super speakers qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc je vous invite à consulter le programme et à voir si vous voulez venir sur le site. Vous avez le lien juste ici. Donc on est parti. Ce que j'ai constaté dans la plupart des projets Angular sur lesquels j'ai pu participer, c'est qu'au bout de quelques mois, on se dit que c'est un peu le bordel dans l'architecture du projet. On a des composants un peu partout, des modèles un peu partout aussi. Et les performances peuvent s'en faire ressentir aussi au fur et à mesure que notre base de code grossit. Du coup, je me suis posé la question de comment on peut avoir une architecture qui est facilement évolutive dans le temps, comment on peut la garder lisible, et enfin, comment on peut surtout s'assurer des performances de mon application. Et quand je me pose cette dernière question, on me dit très souvent, on n'en a pas grand-chose à faire parce qu'on a la fibre et on a des PC avec 16 Go de RAM, voire 32 aujourd'hui. Du coup, pourquoi tu nous embêtes avec tes 1 méga de sauvegarder sur ton bundle JavaScript? Du coup, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est pas faux ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, on n'a pas tous la fibre, on n'est pas tous sur des PC, et la plupart, enfin, une grande partie de nos utilisateurs seront des utilisateurs mobiles potentiellement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sites, donc ça c'est une étude qui a été menée par Google en 2016 via des données qui ont été agrégées via Google Analytics. Donc je pense que c'est plutôt fiable. Donc si votre site met plus de 3 secondes à charger, vous avez potentiellement votre utilisateur qui va quitter, donc de l'ordre de 53%. Évidemment, plus votre site mettra du temps à charger, plus la probabilité que votre utilisateur parte est grande. Du coup, voilà, c'est vraiment un sujet à ne pas négliger. Je vous invite vraiment à regarder, vous mettre, par exemple, avec Chrome, vous pouvez vous mettre en 4G ou en 3G et regarder vraiment combien de temps met votre site à charger pour vous mettre dans des conditions d'utilisation qui peuvent être réelles. Et je pense qu'on se reconnaît tous dans ces statistiques. Quand on est dehors et qu'on rencontre quelqu'un ou qu'on veut lui montrer un site sympa, etc. Si le site met plus de 5 secondes à charger, c'est qu'on part chez un concurrent, quoi. Un autre article sympa que j'ai lu qui me pousse aussi à veiller à ce genre de problématique, c'est le Software Disenchantment. Donc je vous ai mis le lien d'article en anglais, il y a une traduction en français. Et du coup, dans cet article, il y a une phrase qui explique qu'on a des PC qui sont à peu près 1000 fois plus puissants que ceux qui ont emmené l'homme sur la Lune, et on n'arrive toujours pas à afficher des pages à 60 images par seconde quand on scrolle. Ça, pour moi, c'est un vrai problème. Il suffit d'ouvrir Slack pour voir un peu le problème. Et je pense que si on s'amuse tous à ne pas prendre en compte ces problématiques-là, on va se retrouver avec des PC qui vont saturer au bout d'un moment et on fera du web juste un truc super lourd et pas agréable à naviguer. Donc maintenant que vous êtes normalement sensibilisé à ces problématiques-là, quelles sont les solutions apportées par Angular pour régler ces problèmes-là? Pour l'architecture, on a du folder by feature. Pour les performances, il y a 3 choses: le lazy loading, le on-push, l'ahead of time compilation, et enfin, il y a un petit outil que je vais vous montrer à la fin qui permet d'avoir un peu plus de réflexion sur est-ce qu'une librairie est vraiment pertinente dans mon application, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives qui sont meilleures et qui permettraient donc de réduire la taille de la librairie dans mon application. Donc on va commencer par la partie architecture, par le folder by feature. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des développeurs Java, vu que je suis un consultant full stack. Je suis quasiment tout le temps intervenu sur des projets Java. Donc en Java, on a souvent l'habitude de découper notre projet en couches techniques, même si parfois on ne le fait pas, mais bon, c'est quelque chose qui quand même se fait assez souvent. Donc on a un dossier service, un dossier contrôleur, un dossier repository, enfin un package, pardon. Et on pourrait tenter de faire la même chose côté client pour Angular. Donc on pourrait faire notre dossier composant, notre dossier service, etc. Le problème de ça, c'est qu'on a abouti, au bout de quelques semaines, quelques mois même,
un de ces composants qui va grossir, qui va juste être beaucoup trop gros. On ne pourra pas naviguer dedans, on ne pourra rien trouver, ça va être vraiment un gros bordel. Et ça, c'est pas viable sur le long terme. Ce qui est préconisé par l'équipe Angular, donc ça, c'est des exemples que je vais tirer du guide de style Angular que je vous invite à lire, qui est dispo sur le site officiel et qui est plein de bonnes informations sur comment architecturer son projet, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Donc il préconise de faire plutôt du folder by feature, donc vous allez développer votre feature, votre nouvelle feature, et dedans vous allez inclure donc, vos composants, vos services, le ou les modules s'il y en a plusieurs, et le modèle. Et évidemment, si vous avez du code et ça va vous arriver partagé entre plusieurs features, bah là vous créez un dossier shared, et avec un module shared, et vous mettez ce code partagé là-dedans. Donc ça c'est un exemple, je sais pas si... Ouais, ça va, on voit bien. Donc ça c'est un exemple qui est pareil tiré du site officiel Angular. C'est l'application qu'on a réalisée normalement quand on arrive sur le site Angular. C'est le tutoriel de base en fait, quand on affiche une liste de héros en fait, et on peut cliquer dessus et on a le détail d'un héros. Donc là vous pouvez voir qu'on a juste une feature qui s'appelle Heroes. On a son module, on a ses routes, on a son composant principal avec son TypeScript, son HTML, son style et ses tests. Car normalement on est censé faire des tests même pour le front. On a aussi deux sous-composants, donc un composant héros qui affiche le détail d'un héros et la liste qui s'occupe d'afficher une liste de héros. Ce qui est partagé entre héros et héros list, ça va dans un shared qui est dans Heroes. Donc on a un bouton, le modèle et le service. Et ce qui va être partagé à travers toute l'application, donc ce qui sont des composants génériques, des pipes ou des services vraiment génériques, on va plutôt les mettre dans notre shared. Et ce shared module va devoir être importé dans tous les features modules pour pouvoir utiliser les composants déclarés dans ce shared module. Donc pour la partie architecture, on est à peu près bon. Maintenant, on va s'occuper des problématiques de performance qui sont là pour le coup, qui peuvent être assez coûteuses pour notre entreprise, on a pu le voir. Donc j'ai pris l'exemple d'une application qui fait par exemple 10 mégas et qui met 10 secondes à charger sur un mobile. Et encore dans des bonnes conditions, on va dire. La solution proposée par Angular et même qui peut s'étendre à tous les frameworks JavaScript, c'est de faire du lazy loading. Donc le principe de base du lazy loading, c'est de splitter votre gros package JavaScript en petits fichiers JavaScript qu'on va télécharger à la demande. Donc notre client, au lieu d'avoir un seul fichier JavaScript qui peut peser lourd potentiellement avec le grossissement de votre base de code, il va plutôt télécharger que ce dont il a besoin. Et du coup, l'expérience utilisateur sera bien meilleure parce qu'il va passer beaucoup moins de temps devant une page blanche à attendre juste que votre site s'affiche. Donc j'ai un exemple assez parlant pour ça, c'est que par exemple, on a une application qui a un dashboard d'admin. Et on a du coup, vu que c'est un dashboard d'admin, on a des graphiques pour suivre la tendance de telle ou telle chose, pour suivre les évolutions, etc. En général, quand on fait une appli, 95% de nos utilisateurs ne sont pas des administrateurs, normalement. Du coup, ça ne sert à rien de leur faire télécharger la librairie qui permet de faire mes super graphiques sur mes composants d'administration. Du coup, là, le lazy loading a un vrai intérêt. Comment on fait pour mettre en place le lazy loading avec Angular ? Si vous avez découpé votre application en modules, sinon déjà, il faut commencer par faire ça. Dans le app module, vous avez tous vos features modules qui sont déjà importés dans le tableau des imports. Donc il faut le supprimer parce que ça va du coup devenir du code qui va être indépendant dans son propre fichier JavaScript. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est modifier le routing du module principal qui s'appelle en général app module pour utiliser la propriété load children. Donc là, ce qu'on va dire, c'est que par exemple, pour le chemin admin, on va lazy loader le module admin. Donc il faut envoyer le chemin relatif vers votre module, dièse le nom du module. Ne me demandez pas pourquoi il y a cette syntaxe, mais c'est la syntaxe qu'il faut. Et enfin, donc il faut placer les routes, si vous ne l'avez pas fait avant, du module lazy loader dans son propre routing module à lui. Donc je pense que ça paraît un peu flou. Du coup, je vais vous le montrer via une application que j'ai faite pour ce talk. Donc c'est une application qui ne fait pas grand-chose. Hop, je vais aller voir ça. Il y a un home component qui contient un user. Et quand j'appuie là, ça change le user passé en paramètre au user component parmi une liste de noms totalement aléatoires. Et il y a une partie d'admin qui suit donc les statistiques, pareil, tirées de données vraiment réelles des 3 frameworks principaux côté client. Du coup, on est parti. Donc là, on voit qu'on aimerait bien lazy loader cette dashboard parce qu'il nous coûte assez cher, je pense. Notamment cette librairie qui nous sert pour un graphique là.
on aimerait bien la mettre à part parce que, comme je l'ai dit, 90% des utilisateurs n'en ont pas besoin. Donc on est parti, donc là je suis dans mon app module. Donc je vire ma feature. Donc là elle va devenir indépendante. Ça, ouais, ça m'envoie bien. Ensuite, je vais dans le routing. Donc là, je disais auparavant Angular, pour admin, tu vas me afficher le composant admin. Là, je vais plutôt lui dire, pour admin, tu vas aller me lazy loader le module d'admin. Donc ça, c'est exactement la même chose que je vous ai montré la dernière fois. Donc pareil, le chemin vers le module d'admin qui est ici, et le nom du module. Et enfin, ici, j'ai le routeur de mon module d'admin. Donc pour l'instant, il est vide. S'il n'y en a pas, vous en créez un ou vous le mettez directement dans le module. Mais c'est en général une bonne pratique de créer un module juste pour le routeur. Ça permet un peu d'externaliser la config de route et de moins polluer le module principal. Donc je vais là et je lui dis en chemin par défaut, vu que c'est une sous-route, donc il y aura déjà le /admin. Par défaut, tu vas m'afficher le composant d'admin. Hop, et si je retourne sur mon app, du coup je vous ai spoilé. Hop. Donc là, je ne sais pas si on voit bien la console. Donc là, j'ai mes 5 fichiers. Donc c'est une application générée avec l'Angular CLI assez basique. J'ai mes 5 fichiers là, et quand je vais sur l'admin, ça charge un nouveau module qui pèse en dev déjà presque 1 méga. Donc vous voyez, ça peut devenir assez lourd et assez vite. Donc voilà, donc ça je vous invite vraiment, c'est une des premières choses à faire si vous voulez améliorer vos perfs côté cliente. Vous pouvez voir que ça coûte vraiment pas cher à faire et ça va grandement améliorer l'expérience utilisateur et le poids de votre application. Donc ça ne va pas le changer, ça va juste la découper et du coup votre utilisateur va charger bien moins de code. Donc là vous pouvez voir, dès que j'ai cliqué sur admin, ça m'a chargé le nouveau fichier JavaScript. On peut changer ce comportement-là par défaut et plutôt lui dire charge-moi d'abord ces 5 fichiers-là parce que c'est ce dont l'utilisateur a besoin. Et en tâche de fond, même si je ne vais pas sur la page, tu vas me charger le module d'admin. Comme ça, le jour où mon utilisateur voudra aller sur la page d'admin, ça sera quasi instantané, car là, mine de rien, on a 975 kilos qui sont téléchargés par le navigateur au moment où je clique. Donc ça peut se faire ressentir sur des réseaux assez lents. Donc il y a une stratégie qui existe fournie par Angular qui est déjà faite, qui s'appelle preload all module. Donc là, en fait, il va d'abord charger ce qui est nécessaire pour vous et charger en tâche de fond le reste des modules lazy loadés. Si vous voulez aller encore plus loin, il faut implémenter la classe preloading stratégie. Je n'ai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui. Et là, vous pouvez vraiment faire des conditions métier presque. Si mon user est admin, je charge l'admin. Si mon user il a tel rôle, je charge telle page. Je charge tel module, etc. Mais voilà, du coup, on a réglé notre problématique qui était notre application est trop lourde, elle met trop de temps à charger. Ça, c'est bon, on a splitté notre application en plusieurs bundles JavaScript. Du coup, là, le temps de chargement est très fortement réduit. Donc là, elle démarre super vite. Mais par contre, elle est super lente quand je navigue. Donc quand je dis ça, ça veut dire que quand je scroll, quand je manipule les objets, quand j'en édite, quand je veux en ajouter un, etc., c'est assez lourd. Donc la solution fournie par l'équipe Angular à ça, c'est onPush. onPush, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie de détection de changement. Donc ça s'applique à composant par composant. Ça permet à dire à Angular que le composant doit se mettre à jour uniquement lorsque la référence de ses inputs change. Vous avez compris? Sinon, il y aura une démo de toute façon. Donc, vu qu'il va se baser sur la référence de ses inputs, l'objet passé en input doit être immutable. Parce que si vous faites de la mutabilité, déjà, c'est pas une bonne chose à faire. Et Angular va se dire mon objet ne change pas, donc je ne fais rien. L'avantage de onPush, c'est que du coup, vous aurez bien moins de passages sur la détection de changement, et donc forcément des meilleures performances. Pour voir ça, pareil, on va toujours se baser sur le même projet. Donc déjà, j'aurais une petite question pour vous. Là, je suis sur la home. Donc j'ai mis un log, enfin un warning, dans ma console à chaque fois que mon show user se rafraîchit. Et là, vous pouvez voir que même quand je fais rien, mon show user se rafraîchit. Est-ce que quelqu'un saurait pourquoi? Personne? Non. En fait, c'est le petit timer que j'ai ici, là. Il se rafraîchit toutes les secondes. Et du coup, Angular, quand il détecte un changement, peu importe où dans l'application, il va repasser sur tout l'arbre de composants et rafraîchir la vue. Donc là évidemment, il n'y a pas d'impact parce que j'affiche une chaîne de caractères, donc ça va. Et je suis sur un super MacBook Pro, donc peu importe.
Mais vous doutez bien que sur des tableaux, sur des opérations complexes, sur des tableaux, sur du filtre, etc., ça peut devenir assez coûteux. Et en plus, en dev, Angular, on fait 2 passages pour vous prévenir de problèmes que vous pourriez avoir en prod. C'est pour ça que j'ai 2 logs à chaque fois et pas un seul. Mais en prod, vous en auriez qu'un seul. Du coup, voilà. Donc en fait, ce petit changement qui est ici, il impacte celui-là. Alors que celui-là, a priori, il se contente d'afficher une chaîne de caractères, donc il devrait s'en foutre que l'heure change. Et peu importe ce qui se passe ailleurs dans l'appli, il devrait s'en foutre d'ailleurs. Donc ce composant-là, je pense que c'est un bon candidat pour le passer en onPush. Donc j'ai un composant showUser, comme je vous l'ai montré. Donc il prend juste un user en paramètre, je vous le montre. Il prend un user en paramètre et il se contente de l'afficher. Et ça, c'est mon petit hack pour afficher un log à chaque fois que le changement s'effectue. Donc on va le passer en onPush. Donc il suffit en fait de rajouter dans la notation addComponent qu'on veut le passer en onPush. Vous pouvez aussi mettre en default si ça vous amuse, mais bon, pas trop d'intérêt a priori. Du coup là, je l'ai passé en onPush. Donc là on est content. Le showUser a arrêté de se rafraîchir toutes les secondes. Ça c'est cool, mais par contre, le change name il marche plus. Là je suis en train de cliquer, ça se voit pas trop, mais je suis en train de cliquer. Donc je vais vous montrer comment mon home est fait. Donc mon home, il appelle showUser, je lui envoie un user en paramètre, et il a un bouton qui appelle change name, et dans le change name je fais ça. Du coup, est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi mon composant ne se rafraîchit pas quand j'appuie sur change name? Ouais, voilà, donc c'est le principe d'immutabilité. Donc ici, en fait, je ne change pas la référence de mon objet, je change tout simplement une propriété interne à mon objet. Et du coup, Angular ne fait pas de deep watch. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est plus performant en onPush. C'est qu'Angular, il faut forcément envoyer un nouvel objet avec une nouvelle propriété. Donc ça, c'est super facile à faire avec le spread operator. Là, je surcharge une propriété. Mais si par exemple, vous voulez changer une propriété parmi les 15 propriétés de votre objet, vous faites ça. Hop. Et là, du coup, ça va faire une copie de votre objet dis.user en surchargeant après coup la propriété name, tout en créant un nouvel objet. Donc ça, c'est une syntaxe qui est vachement sympa et qui permet de toujours faire de l'immutabilité sans s'embêter à recréer un objet from scratch, quoi. Donc moi, j'ai un objet tout simple, donc je ne vais pas le faire. Et du coup, là, si tout se passe bien, j'ai bien mon nom qui change, et en plus, ça se rafraîchit que lorsque j'en ai besoin. Donc on peut voir, là, j'ai 2, 3, 4 logs à chaque fois que je clique. Mais le timer, là, a arrêté de m'embêter. Et du coup, j'ai des performances bien meilleures, et vous voyez que ça ne m'a pas coûté non plus si cher que ça si vous faites de l'immutabilité pour vos inputs. Ça coûte pas cher à mettre en place et encore une fois, ça vous apporte des gros gains en performance. Donc essayez de le faire. Surtout pour vos composants qui se contentent juste d'avoir un paramètre et de l'afficher. C'est des composants qui se prêtent très bien au onPush et ça a été pensé pour ça en fait. Donc là, on a une appli qui démarre vite. On a une appli qui est performante quand on navigue dedans. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Oui, on peut aller encore plus loin avec l'Ahead of Time Compilation. Donc c'est un nom un peu classe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Angular propose 2 types de compilation. On a la just-in-time et la ahead-of-time. La just-in-time, la compilation, donc quand je parle compilation, ça va être l'interprétation de votre HTML avec vos ngFor, vos ngIf dedans. Vous vous doutez bien que si vous envoyez ça à votre navigateur, il ne va pas les comprendre. Du coup, Angular les compile, bind avec vos valeurs et les envoie au navigateur. Donc ça, avec le just-in-time, ça se fait au runtime. Avec l'AOT, il va dans la mesure du possible mettre votre HTML dans JavaScript déjà. Donc il n'y aura plus besoin d'aller chercher le fichier HTML de manière via un appel réseau. Et aussi, il va aussi essayer de précompiler en fait l'HTML. Donc s'il voit qu'il y a une variable qui ne bouge pas dans votre code TypeScript, il va direct la mettre dans le HTML. Donc l'avantage de ça, c'est qu'on a forcément un rendering plus rapide parce qu'on n'a plus l'étape de compilation qui se fait dans le navigateur puisque c'est nous qui la faisons sur notre poste quand on package l'application. L'autre gros avantage que je vois, c'est que ça détecte des erreurs en amont. Vu qu'il va devoir checker votre HTML et votre TypeScript pour pouvoir donc inclure l'HTML dans TypeScript et regarder si il peut déjà mettre des variables dedans, et en fait, il va faire une vérification. Est-ce que toutes les variables que j'ai dans mon HTML correspondent bien à toutes les variables que j'ai dans mon TypeScript? Et ça, typiquement, c'est une erreur que vous n'auriez pas vue en just-in-time, mais que vous verrez en AOT. Au moment du build, parce qu'en just-in-time, ça aurait pété aussi, mais au runtime, et ça, du coup, c'est pas terrible. Donc, un petit comparatif, mais ça, je l'ai généré sur l'application que je vous montre, celle-ci, là.
Donc la différence n'est pas énorme, là c'est 400 millisecondes, mais il faut se dire que ça c'est sur une application blanche. Donc sur une application beaucoup plus volumineuse avec beaucoup plus de code, donc avec beaucoup plus de templates précompilés, bah, vous allez gagner beaucoup plus de temps au niveau du démarrage et l'étape de scripting en fait du navigateur. Donc comment on met en place l'AOT? Combien parmi vous utilisent le CLI? Ok, donc avec le CLI, je vais plutôt parler pour le CLI du coup. Avec le CLI, en fait, il suffit de joindre le flag -AOT à votre commande ngbuild. Vous pouvez faire aussi ngserve -AOT. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est déjà activé par défaut lors du ngbuild -prod. Et c'est pour ça qu'en fait, vous avez des disparités entre votre dev avec ngserve, qui se passe en just-in-time, et votre build ngbuild -prod. C'est pour ça que vous avez des erreurs des fois que vous n'aviez pas en dev, que vous avez juste au moment de packager votre application. C'est parce qu'il y a l'AOT qui passe et qui fait ces checks supplémentaires. Vous pouvez donc activer l'AOT en mode de développement. C'est pas activé par défaut parce que l'équipe Angular a jugé que c'était pas suffisamment performant en fait en termes de temps de rafraîchissement pour pouvoir le mettre dans le ngserve. Mais à terme, je pense que ce sera inclus une fois que ce sera ISO au just-in-time. Sans le CLI, pour ceux qui utilisent une config Webpack custom, vous avez un package qui s'appelle ngtools webpack. Donc je vais passer rapidement dessus. Donc il suffit de remplacer en fait votre règle existante pour charger du TypeScript par le package ngtools webpack. Il faut joindre à cette règle le Angular compiler plugin. Il faut lui passer un objet avec deux paramètres, enfin deux propriétés. Le chemin vers votre tsconfig que vous avez déjà normalement et le chemin vers votre module d'entrée qui en général s'appelle appmodule. Donc ça c'est pour ceux qui ont une config webpack custom. C'est assez facile à mettre en place aussi. Donc niveau perf, on est pas mal. J'ai un peu fait le tour des bonnes pratiques faciles à mettre en place. Après, il y en a d'autres, mais bon, elles sont beaucoup plus poussées. J'ai pas eu le temps pour vous les présenter, pardon. Mais déjà, ces trois choses-là vous permettront vraiment de gagner en performance côté client. Et en plus, coûte pas cher à mettre en place. Ça, c'est un petit outil, le Webpack Bundle Analyzer. Je vais l'appeler Analyzer parce que sinon c'est impossible à prononcer. L'analyzer, ça vous permet en fait, comme son nom l'indique, d'analyser ce que contient vos bundles JavaScript. Donc je vous montrerai juste après ce que ça peut rendre. Parce qu'il faut savoir quand on développe, évidemment, on tire des dépendances d'un peu partout, type Moment, D3, C3. Enfin voilà, on tire des dépendances d'un peu partout. Donc souvent, ces dépendances-là peuvent coûter cher, peuvent être très volumineuses sans qu'on s'en rende compte. Et cet outil-là permet de s'en rendre compte de manière très graphique, visualiser en fait qu'est-ce qui prend de la place dans mon bundle et qu'est-ce qui n'en prend pas. Et on peut aussi du coup trouver des alternatives. Donc par exemple, il y a un site qui s'appelle Bundlephobia qui est vachement bien. L'URL je crois que c'est bundlephobia.com, voilà. Vous mettrez votre package, donc Moment au hasard. Ça vous donne la taille que ça fait, en gzip et pas en gzip. Le temps de chargement, en plus c'est une animation sympa qui vous permet de vous rendre compte de qu'est-ce que ça fait 2 secondes. Et c'est long, 2 secondes. Et ce qui est super bien aussi, c'est que vous avez en fait des alternatives en bas qui sont en général plus légères, parce que c'est ce pourquoi vous consultez ce site. Du coup ça, je vous invite vraiment à y aller, c'est vraiment sympa et c'est très graphique et du coup ça vous permet d'envisager pourquoi pas des alternatives à vos librairies qui peuvent coûter cher. Donc revenons à l'analyzer. Comment on l'utilise? Donc avec le CLI, il suffit de joindre un flag au moment où vous packagez votre application. Le flag, joignez-le quand vous faites un package de prod, parce qu'en dev, vous vous en foutez un peu de la taille des fichiers. Donc prenez plutôt le packaging de prod. Donc il faut joindre le flag -stats-json. Et ensuite, ça va générer un fichier JSON qu'il faudra envoyer en paramètre à l'analyzer. Donc il y a deux manières de l'exécuter, soit avec npx, qui est une commande qui permet d'exécuter directement une dépendance npm, après l'avoir téléchargée. Si vous l'avez déjà, elle va la récupérer du cache. Sinon, vous l'installez en global, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, vous tapez juste Webpack Bundle Analyzer avec en paramètre le chemin. Pour ceux qui ont une config Webpack customisée, il faut joindre -profile, -json à votre script Webpack. Normalement, vous l'avez déjà dans votre package.json. Et il faut faire sortir la sortie standard dans un fichier JSON qui, pareil, vous l'envoyez en paramètre à l'analyzer qui va vous lancer un serveur web avec du coup ce que contient votre package. Donc on est parti. Donc moi j'ai un peu triché pour gagner du temps. J'ai déjà exécuté la commande. Donc moi c'est un projet Angular CLI. Donc
j'ai déjà, je lance le fly, et ça m'a sorti ça. Et là, vous pouvez voir du coup que mon petit timer qui ne sert pas à grand chose, là, bah, il me bouffe à peu près 70% de mon application, quoi. Enfin, de mon bundle principal. Ça, c'est ce qui est lazy loadé, en fait. Là, vous voyez vos fichiers différents, vos différents fichiers, pardon. Donc là, vous voyez ma librairie graphique, qui, comme prévu, coûte assez cher. Et là, vous voyez mon module principal, donc qui est chargé pour tous les utilisateurs. Et déjà, on peut voir que Moment embarque du russe, de l'ukrainien, du belge, enfin voilà, pas mal de langues. Et je suis pas sûr que mon application soit utilisée par des Russes, des Ukrainiens, etc. Du coup, on peut déjà se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les virer, ces fichiers-là? Ou est-ce qu'on peut juste pas partir sur autre chose? Donc voilà, donc là, c'est un exemple assez concret. Je sais que Moment, c'est très utilisé, mais croyez-moi, il coûte cher. Elle pèse, 500 kg en minifié. Donc voilà, donc ça, c'est deux petits outils que je vous conseille d'utiliser assez périodiquement, qui vous permettront de trouver des alternatives aux librairies qui peuvent coûter cher. Donc là, vous allez me dire, ça fait beaucoup tous ces trucs-là, et ce qui est bien, c'est que je participe à un projet qui s'appelle Gipster, et qui embarque toutes ces bonnes pratiques, comme par hasard. Donc Gipster, c'est un générateur d'applications Angular, React et Vue, très récemment, on a intégré Vue, plus Spring Boot, et côté front, donc je vais parler pour la partie Angular, on a déjà toutes les bonnes pratiques incluses, Fodder by Feature, lazy loading, et le problème avec Moment, vous ne l'aurez pas car on va en fait éliminer tout ce que vous n'utilisez pas dans votre application. En fait, on va vous demander quelle langue vous voulez, et le reste, on va les virer via un plugin Webpack. Du coup, on vous fournit Moment, on vous fournit Bootstrap, on vous fournit Fontosome. On fournit aussi des petits trucs en plus, genre générer des entités, déployer des microservices, déployer sur le cloud, gérer l'authentification et beaucoup d'autres choses. Je vous invite à regarder. C'est sur gipster.tech. On vous permet de faire beaucoup de choses, notamment côté back, il y a beaucoup de choses avec plein de bonnes pratiques. Donc même pour apprendre, c'est une plateforme que je trouve top. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà, il me reste 3 minutes pour les questions. Merci d'être venu. Pas de questions? Si? Ok. Déjà, merci pour la présentation. Pas de souci. Pour reprendre l'exemple d'Angular, donc le e-retour que tu mentionnais, et le découpage des différentes fonctionnalités par module. Ouais. Si on imagine du coup ta navigation avec le héros, tu vois la liste des héros, et tu as un écran d'administration pour rajouter des héros, les supprimer, etc. La préconisation, c'est du coup de découper l'affichage utilisateur des héros de l'administration et du coup d'avoir un module admin et un module lambda. Et si c'est le cas, du coup, comment tu gères ton entité? Si jamais tu as des services qui sont en commun, etc., comment tu fais le découpage pour essayer d'optimiser au maximum? En fait, j'essaye de... Alors, les services, je les mets en général dans un shared, parce que les services, la plupart du temps, ils sont appelés, effectivement, comme tu as dit, que ce soit par des admins ou par des users lambda. Donc, les services font partie du bundle principal en général. Après, les composants d'affichage, je préfère les splitter par rôle, plutôt que de faire des composants un peu trop complexes qui vont dire, s'il est admin, je vais faire telle chose, s'il est utilisateur normal, je vais afficher ça. Je préfère splitter ça, donc j'aurais... pour répondre à ton exemple, j'aurais plutôt un composant héros classique pour les users normaux, qui va utiliser le service global par contre, et un composant heroes admin qui va donc se contenter d'afficher. Et là, du coup, j'aurais mes deux modules séparés. Quitte à faire après des sous-composants dans Shared, si vraiment tu as de l'affichage qui est partagé, tu peux très bien faire un composant bête qui prend un hero en input, et là, tu le mettrais dans Shared à ce moment-là, mais je ferais au moins 2 composants par an différents. Après, c'est vraiment du cas par cas, donc il n'y a pas de règle toute faite. C'est bon? Est-ce que tu utilises NGX Translate? Oui. Et comment tu fais avec un lazy module téléchargé dans un lazy module? Un lazy module dans un lazy module? Oui. Pourquoi tu as fait? Non, par exemple, j'ai des items et j'ai une sous-catégorie d'un item. Ouais. Je veux pas la charger, donc à la demande, je charge un autre module. Alors, pour le coup, on l'utilise sur Gipster, ça, NGX Translate. Pour ce qui est lazy loadé, je crois que nous, on charge tout le fichier JSON au démarrage.
Tu parles des traductions, c'est ça, des fichiers de traduction. Vous splittez pas par module. On a splitté les traductions par module, mais alors, attends, que je utilise. Non, en fait, dans NGX Translate, tu as un for child qui te permet de faire ça. En fait, tu as ton translate module, tu fais un for root dans le module principal, et après, dans les modules isolés, tu auras un for child, et dedans, en fait, tu peux surcharger ta configuration pour lui dire, bah, va chercher ce fichier-là plutôt. Donc, je crois sur la documentation de NGX Translate, il y a une partie justement dédiée à ça. Et du coup, il faut utiliser for root pour ton truc principal, ton module principal, et for child dans tes modules lazy loadés. Si, c'est utilisé, mais dans le cas d'un lazy. Dans un lazy. Oui. Franchement, j'ai jamais fait ça, donc je peux pas. Ça marchait pas. Je peux pas te répondre, désolé. Voilà, c'est bon. Merci.